Bonsoir Patrick Devedjian. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous présidez le Conseil général des Hauts-de-Seine. Vous étiez ministre de la Relance, vous étiez secrétaire général de l'UMP. On va évoquer d'abord l'actualité politique avant de parler du grand emprunt et des projets économiques du gouvernement. Martine Aubry, je me souviens, à cette table même, il y a quelque temps, vous disiez « c'est une très bonne candidate de la gauche, elle est dangereuse. Demain, elle va se présenter ». Oui, je maintiens, c'est une candidate dangereuse pour nous, bien sûr. D'abord parce que je crois qu'elle est la plus capable de rassembler la gauche et sans doute de la mobiliser. Alors, elle mord sans doute moins à droite, peut-être que d'autres candidats, mais elle rassemble bien son camp. La personnalité de Martine Aubry peut passer la rampe alors que Nicolas Sarkozy l'a décrit comme sectaire, la femme des 35 heures et tout ça, ça va lui coller à la peau. Certainement, la question des 35 heures va lui coller à la peau, mais après tout, je crois que la gauche assume ça. Et dans le fond, malheureusement, de mon point de vue d'ailleurs, les 35 heures ne sont pas si impopulaires que ça. Il ne faudrait pas que la droite prenne les 35 heures comme pendant longtemps on a parlé des congés payés. Certes, ça a un coût économique, hein, mais en même temps, c'est apprécié par une partie non négligeable de la population. Ah, voilà donc Patrick Devedjian qui soutiendrait les 35 heures. Non, je ne soutiens pas les 35 heures. Qui reconnaît que c'est populaire. Oui, mais je le déplore. Écoutez, je regarde, moi qui habite Antony, les départs en week-end se font le jeudi soir. Bon, hein, le jeudi soir. Bon, c'est déplorable pour le pays, parce qu'un pays qui travaille moins, c'est un pays qui a du mal à gagner les compétitions économiques. Mais électoralement, sans doute, ça a de l'effet. Alors on va aller retrouver Valérie Béranger à Lille, justement, qui va nous raconter comment Martine Aubry prépare sa candidature demain matin. On sait de quelle façon ça va se passer maintenant, hein. Eh bien, cette déclaration, Ruth, elle aura lieu donc demain à 11h30. Hein, voilà, il vous suffit de regarder Facebook, Twitter, un petit peu tous les messages qui nous ont été passés aujourd'hui. Elle aura lieu donc à la gare Saint-Sauveur. En fait, c'est un centre culturel qui a été rénové par la mairie. Le discours, il sera court, environ une demi-heure. Martine Aubry va s'adresser directement aux Français, hein, devant un parterre de militants, mais aussi de Lillois. En clair, eh bien, des amis, des gens avec qui en fait elle travaille ici à Lille dans le milieu sportif ou encore culturel. Donc pas de ténor dans la salle demain, même pas son propre père Jacques Delors. En revanche, la seule exception, ce sera Pierre Mauroy, hein, qui est vraiment une des grandes figures locales ici à Lille. Alors ce discours de Martine Aubry, il va insister sur le rassemblement, pas seulement de la gauche, puisque ici il s'agit de rassembler des Français qui, selon Martine Aubry, eh bien, sont divisés par la politique de Nicolas Sarkozy. En attendant sa déclaration, toute la journée, hein, Martine Aubry est littéralement restée confinée derrière les murs, hein, de sa mairie. Sa seule apparition publique, ça a été eh bien, pour présider le conseil municipal qui a encore lieu en ce moment. Un opposant, un de ses opposants disait finalement cette mairie, c'est vraiment un rempart contre toutes les turpitudes nationales, hein, qui lui arrivent dessus. Bref, Martine Aubry, elle joue la carte locale jusqu'au bout, jusqu'à son dernier saut, histoire de montrer que la future candidate aux primaires socialiste, eh bien, elle sera proche des Français et de leurs problèmes quotidiens. Merci Valérie Béranger, donc en direct depuis Lille. Ça, c'est un profil qui vous paraît intéressant du point de vue de la gauche, hein. Le profil de Martine Aubry, c'est-à-dire cette manière de s'enraciner. C'est une femme. La Merkel de gauche, hein, vous aviez dit aussi. Oui, bien sûr, elle a un peu cette image de sobriété, de militantisme, d'engagement fort, personnel, en même temps sans fanfreluche. Alors en face, on a Nicolas Sarkozy qui se montre aujourd'hui travailleur sur les projets, sur le fond, on va y revenir, mais à l'UMP, on a une atmosphère un peu délétère avec des candidatures, des batailles entre l'ancien secrétaire général Xavier Bertrand et Jean-François Copé sur le nombre de militants, des candidatures dissidentes ici et là pour les sénatoriales. Est-ce que le climat s'est dégradé, vous qui connaissez bien l'UMP ou que vous avez dirigé? Non, c'est difficile le rôle d'un parti majoritaire. Vous savez, c'est très difficile la situation d'un parti majoritaire. C'était la même chose quand la gauche était au pouvoir pour le Parti socialiste. C'était
un lieu de contestation et de conflit. Mais en même temps, l'UMP, vous savez, je suis convaincu que l'UMP rentrera en ordre de bataille prochainement. Je ne suis pas inquiet pour ça. Mais simplement, aujourd'hui, elle est avant la bataille et en même temps, l'UMP s'est fait pour les campagnes électorales. Et aujourd'hui, il y a celle des sénatoriales. Oui. Mais c'est moins mobilisateur Il n'y a pas la campagne présidentielle. Non, elle n'existe pas. Je veux dire, pour l'UMP, oui. Il n'y a pas une vraie campagne. Au PS non plus, d'ailleurs, il n'y a pas une vraie campagne. Il y a une bataille sur les primaires qui occupe le terrain politique. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un programme du Parti socialiste. On le cherche avec une loupe, quand même. Les primaires à l'UMP, ça n'aurait pas été mal, non? On en a même C'était parlé. envisagé en 2007. Naturellement, nous avons même modifié les statuts à cet égard. Oui, c'était envisagé. Donc, et d'ailleurs, en 2007, nous avons fait d'une certaine manière une primaire, puisque, si vous vous souvenez bien, Michel Alliot-Marie avait annoncé sa candidature contre Nicolas Sarkozy, qui avait eu des débats contradictoires, je me souviens, à Lyon, entre deux. Et puis, finalement, elle a renoncé à sa candidature, ce qui a fait l'unité. Oui, mais donc le combat qui est lancé là contre les primaires socialistes, ce n'est pas un combat d'arrière-garde de la part de l'UMP? Je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Je pense que le secret du vote, c'est quelque chose d'important auquel les Français sont attachés. Mais je pense que ce n'est pas le rôle d'un autre parti politique d'aller chipoter les conditions dans lesquelles un parti politique adverse travaille. Qu'en revanche, c'est la vocation de nos institutions de veiller à ce que le secret des opinions des Français auxquelles ils sont attachés soit préservé. Le Parti socialiste a dit qu'il prendrait toutes les précautions. Des précautions à cet égard. Vous leur faites confiance? Moi, je suis prêt à le croire, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut qu'ils nous éclaircissent un petit peu là-dessus. Juste un mot, Jean-Louis Borloo, c'est un danger pour Nicolas Sarkozy. S'il y avait des primaires à l'UMP, est-ce que ça ne permettrait pas de mettre les choses au clair avant le premier tour? Ah, si on organisait des primaires avant le premier tour, oui. Mais je crois que ce serait aussi... C'est un problème, un peu une hypocrisie, parce qu'on imagine bien que Nicolas Sarkozy serait ultra favori, donc ça ne donne pas beaucoup d'appétit à d'autres candidats. En tout cas, les manières dont Jean-Louis Borloo est attaqué montrent peut-être qu'il a des inquiétudes. Non, c'est préoccupant pour la majorité d'avoir plusieurs candidats et une dispersion de ces candidats au premier tour. Et si la gauche fait des primaires, c'est bien pour éviter ça. Elle se souvient de ce qui lui est arrivé quand Lionel Jospin a été éliminé en 2002. Un mot sur les sénatoriales, justement. Dans les Hauts-de-Seine, il y a des risques de listes dissidentes. Ça veut dire que c'est difficile de garder la boutique, que vous ne contrôlez pas bien les choses? Il y en avait déjà la dernière fois, hein. Il y a déjà eu des listes dissidentes la dernière fois, et donc ça peut évidemment se produire à nouveau, oui. Et ça peut être gênant, et ça donne une mauvaise image ça des peut nous Hauts-de-Seine. Ça peut nous faire perdre un siège, voilà. Ça peut nous faire perdre un siège. J'espère que les choses rentreront dans l'ordre. Le grand emprunt a des allures de plan de relance bis qui n'en est pas un, et qui n'en est pas un du tout. Il aura un impact très faible sur l'amélioration de la situation économique dans le pays. C'est ce que dit Benoît Hamon après la conférence de presse de Nicolas Sarkozy, qui nous a expliqué qu'il misait sur l'avenir et que 35 milliards... Il veut donc dire que le plan de relance a été un succès. Il a raison, puisque grâce au plan de relance, je le rappelle, la France en 2009 n'a fait une récession que de, si j'ose dire, moins 2,5, alors que l'Allemagne a fait moins 4,9 et la Grande-Bretagne, qui avait appliqué le plan socialiste, a fait moins 4,6. Mais l'Allemagne s'est remise un peu plus vite aussi aujourd'hui. Ah bah, elle partait de beaucoup plus bas, mais malgré tout, le plan de relance a été un avantage pour la France. Oui, on a moins subi la crise que les autres. Alors, le grand emprunt, est-ce que c'est la même chose que le plan de relance? Non, ce n'est pas la même chose que le plan de relance. Le plan de relance, c'était un plan conjoncturel, immédiat. Une frappe, un choc immédiat et massif. Le grand emprunt, c'est un investissement sur la durée, sur une longue durée, destiné, parfois une habitude française d'ailleurs, hein, de choisir des secteurs économiques très porteurs pour les moderniser et donner une chance à l'économie française. Michel Sapin dit, il ne faut pas croire qu'il y a 35 milliards de disponibles. La réalité, c'est qu'il n'y a que les intérêts de ces 35 milliards qui sont mis à la disponibilité et que, par ailleurs, les crédits de l'État diminuent de toute façon dans tous les autres secteurs de l'économie et qu'en fait, c'est un tour de passe-passe.
Non, bien sûr, ça veut dire que ces 35 milliards, au fur et à mesure des besoins, naturellement, on les empruntera. Mais ça, l'État emprunte de l'argent et donc ça fait partie de l'enveloppe. C'est globalement qu'il faut analyser la dette et pas à chaque fois qu'il y a une dépense. Toutefois, ça creuse le déficit alors que tous les jours, on nous explique qu'il faut faire des économies et aux Français, il faut faire des économies pour rembourser sur le remboursement des médicaments. Vous avez raison, sauf que il ne faut pas tout mélanger. Et donc, il faut faire des économies sur les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire celles qui sont improductives, celles qui ne rapportent rien et qui ne permettent pas de la croissance économique, mais il faut investir. Et la France n'investit pas assez pour être compétitif et gagner des parts de marché et gagner des points de croissance. Donc il y a deux types de dépenses. Vous savez, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Il y a la bonne dépense, c'est de l'investissement. La mauvaise dépense, c'est le fonctionnement. Et tout est bon chez Nicolas Sarkozy. Je me souviens qu'à un moment donné, vous étiez parfois sceptique sur ses chances de réélection. L'élection est difficile, oui, c'est vrai. Mais c'est un bon candidat. En 2007, il l'a démontré. Vous savez, en 2007, normalement, on pensait que c'était le tour de la gauche d'être élu. Et il avait Nicolas une aura Sarkozy a su montrer que le changement, c'était lui. Oui. Le changement, ce n'était pas... Mais cette fois, ça sera difficile. C'est plus difficile. La dernière fois, il était sortant, Nicolas Sarkozy a été ministre de Chirac jusqu'au bout, et il a réussi à faire penser au corps électoral que le changement, c'était lui. Et il a été élu. Donc, il a été meilleur candidat que ne l'était Ségolène Royal. Je vois la nostalgie dans vos yeux quand même, parce que c'est pas du tout le même scénario. C'est pas du tout le même scénario. C'est pour ça que c'est plus difficile. Et il faut quelqu'un de talent, ça, c'est vrai. Et vous-même qui avez eu un peu comme ça des hauts et des bas avec lui, lorsque vous en parlez, lorsque vous parlez avec lui peut-être maintenant, vous avez confiance, vous avez le sentiment qu'il est son économie de parole, la manière dont il essaye de se positionner sérieux sur les dossiers, tout en pensant à 2012, personne n'est dupe quand même. C'est la bonne façon. J'espère qu'il y pense parce que c'est un enjeu capital, pas seulement pour lui, pour notre pays. Et j'espère que le président de la République en exercice pense à cette échéance. C'est bien le moins qu'on puisse espérer. Cela dit, je crois qu'il est en train d'élaborer une stratégie, sa stratégie, et la dernière fois, il a été brillant. Donc vous pensez que celle-ci peut l'être encore? Il a du talent. Merci Patrick Devedjian, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous après le journal de Mathieu Coache, Jean-Luc Benamias du Modem et Éric Raoul de l'UMP. On débat encore justement de la stratégie Nicolas Sarkozy et puis de Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il peut vraiment gêner le candidat Sarkozy?